Donc, bonjour Monsieur Jean-Claude Sidoun. Bonjour Jean-Michel Rancière. Ma première question, c'est comment en êtes-vous arrivé à l'ufologie? En fait, ça date de 1966, lors d'un voyage en Angleterre. J'ai rencontré quelqu'un qui vendait une revue, la Flying Saucer Review, et ça m'a tout de suite intéressé. Et donc, quand je suis rentré à Paris, j'ai essayé de découvrir si j'avais un peu plus d'informations. Donc j'habitais Paris, donc je traînais sur les quais de la Seine et j'ai trouvé un livre qui s'appelait Le Projet Blue Book, écrit par le capitaine Ruppel. Et j'avais trouvé que son travail était très sérieux, très pointu, qui posait des bonnes questions. Et en fait, ça m'a encouragé à poursuivre dans cette voie, si je puis dire. Oui, puis 66, c'était la grande époque des ovnis, soucoupes volantes et autres. Avec oui, on en parlait de beaucoup. revues. On en parlait beaucoup. J'avais terminé Le Matin des magiciens, Oui. de Will Powell et Bergier. Et donc j'étais un petit peu sensibilisé. Et cette revue que j'ai rencontrée, enfin que j'ai pu découvrir en Angleterre, m'a presque propulsé dans ce domaine. D'accord, vous lisiez l'anglais à l'époque? Vous lisiez l'anglais déjà? Oui, je parlais l'anglais, moins bien que j'étais avec un autre camarade qui parlait très bien. Donc et puis à l'époque, c'est vrai qu'en Angleterre, il y avait beaucoup d'anglais qui parlaient français. Oui. Alors c'était assez facile d'avoir des contacts. Et quand je suis rentré à Paris, donc après, c'est là que je me suis intéressé. J'allais chez Gilbert Jeune à Paris, oui. Et j'allais dans le rayon ésotérisme, sciences humaines et autres. Et là, je passais des heures à lire. On s'est peut-être croisés. Possible. Et je passais des heures à lire, parce que si je devais acheter tous les livres, ça me coûtait cher, j'étais encore étudiant. Donc, effectivement, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'ufologie. Après, par la suite, j'ai rencontré des personnes comme René Fouilleret, oui. Et Francine, avec qui j'ai eu de très très bons contacts. Elle s'est prolongée. Elle est décédée, Francine, je crois. Oui, à peu près 2 ans, il me semble. Alors, quand j'ai fréquenté Francine et René, j'allais souvent, elles étaient dans le 13e. On discutait longtemps, il m'a appris beaucoup à réfléchir. Oui. Il m'a appris à ne pas prendre l'information au premier degré, à bien réfléchir avant de parler, si je puis dire. Et le revue était une des plus sérieuses quand même. À l'époque où il y avait 2 revues qui étaient très sérieuses, donc il y avait Phénomènes spatiaux, et puis il y avait Info-Espace. Oui. Il y avait Ouranos aussi. Pardon? Ouranos, Lumière dans la nuit. Alors Ouranos, c'était beaucoup plus vieux. Oui, c'était beaucoup plus vieux. C'était par Jimmy Gueux, c'était fait par les pionniers. D'ailleurs, René Fouilleret en faisait partie d'ailleurs, Ouranos. Donc c'était la première revue en 1953 qui parlait vraiment, où il y avait le courrier interplanétaire également, qui parlait de soucoupes volantes. Mais enfin, c'était un embryon de petit comité. Après, dans les années, quand moi j'ai découvert l'ufologie, c'était déjà bien ancré, il y avait beaucoup de personnes qui s'intéressaient à l'ufologie. Donc René m'a fait rencontrer d'autres personnes. On avait des contacts assez fréquents, d'ailleurs il venait aussi chez moi j'allais chez lui. D'ailleurs c'est René qui m'a introduit au GEPAN. D'accord. Il m'a recommandé auprès d'Alain Esterne, qui était à l'époque le responsable du GEPAN en 79, parce que j'avais fait une enquête pour le GEPA, et c'était le groupement des phénomènes aériens non identifiés qui s'appelait GEPA. Donc, le GEPAN a pris le même sigle en fait. Et René, qui était secrétaire général du GEPA, m'avait présenté Alain Esterne. Enfin, et c'est là que j'ai permis de faire des enquêtes pour le GEPAN. Alors Alain, vous avez commencé à faire des enquêtes, donc oui. Rapidement ou assez fouillé, puisque par exemple l'affaire de Sergi Pontoise, ils se sont bien servis de mes enquêtes pour déterminer ce qui était. Moi j'ai découvert, par exemple, il y a très peu de gens qui le savent, mais moi j'ai découvert un témoin qui était là, qui a assisté. D'accord. Ce témoin, on peut le dire aujourd'hui parce que je ne sais pas s'il existe encore, il s'appelait Monsieur Pereira. Ce témoin, il ne voulait pas me parler. Donc j'ai transmis l'information au GEPAN, et avec Alain Esterne, a pu lui l'interviewer. D'accord. Grâce au ministère de l'Intérieur, je suppose, et de la gendarmerie.
Et donc Alain Stern a fait une copie de son interview que je possède, qu'il m'a envoyé pour me... Effectivement, le témoin était là, parce qu'à l'époque, c'était la rue de la Justice-Maux, c'était en pleine construction à côté. Donc ce témoin a tout vu, donc il n'y avait rien, qui s'était rien passé en fait, tout avait été inventé. Bon, mais comme l'affaire a fait, alors j'ai continué à travailler sur cette affaire jusqu'en 81 pour être sûr de découvrir le poteau rose, si je puis dire. Et effectivement, on est arrivé à la... Moi, j'ai fait une enquête de police, en fait. J'ai été aidé, grâce aux informations du GEPAN et de la gendarmerie. Mais j'ai fait une enquête de police et on a bien vu que, d'après les déclarations des témoins, d'après ce qu'ils disaient, rien ne collait, en réalité. Ça ne pouvait pas se faire. Ils étaient à un endroit où ils ne pouvaient pas être... Ils étaient à 2 endroits différents en même temps. C'était pas possible. Ah, c'est oui. Phénomène paranormal bien connu. Peut-être. Mais dans un cas d'une affaire comme celle-ci, qui était menée d'une façon presque policière, je sais, je plaisantais, bien sûr. C'était difficile de... Donc on a vu qu'il y avait des aberrations, on a vu qu'il mentait. Bon, c'est surtout Salomon Diaz, qui prétendait avoir vu Jean-Pierre Prévost et surtout, comment il s'appelait, Franck Fontaine, à un endroit qu'il ne pouvait pas. C'était impossible. Moi, j'ai été voir, j'ai photographié, c'était impossible. Bon, enfin bref, on a vu que l'affaire était montée. Après, bon, j'ai quitté le GEPAN pour travailler tout seul un petit peu. J'avais envie de retrouver un peu de sérénité personnelle. Et surtout fuir un petit peu la lumière, parce que à l'époque, tout le monde venait chez moi à Paris. Tous les ufologues qui s'intéressaient voulaient absolument me connaître. Alors j'ai connu pas mal. Je ne citerai pas les noms, ils se reconnaîtront aisément. Mais voilà. Donc je voulais un petit peu être tranquille et je voulais travailler seul et avancer un petit peu dans ce domaine. Voilà. Comment je suis arrivé à l'ufologie. Vous êtes arrivé comme ça. Et les livres que vous avez commencé à rédiger, ça a suivi en fait dans la continuité du temps, je suppose. Voilà. Donc moi j'ai commencé à faire une encyclopédie en 1978. Donc, déjà, parce que là, c'est l'objet d'aujourd'hui en fait. L'encyclopédie, le projet que j'ai envisagé, c'est de faire une encyclopédie pour voir comment le phénomène a évolué par rapport à ses débuts. Oui. Comment il a été reçu par le public. Comment les militaires, les hommes politiques, les scientifiques ont, comment dirais-je, senti ce phénomène dans la société, comment ils l'ont interprété, comment ils l'ont banalisé pour certains. Donc j'ai travaillé, alors j'ai beaucoup d'informations, des informations qui pratiquement n'existent plus aujourd'hui, que j'ai conservées. Malheureusement, à cette époque, je ne conservais pas toujours le titre de l'article que j'avais. Je collationnais des articles. Oui, on le découpait sans garder le titre. Je découpais et je mettais la date, mais j'oubliais des fois de dire que c'était tel et tel journal. Voilà. C'est un petit peu dommage. Donc j'hésite aujourd'hui de me servir de ce genre de document, puisque je ne peux pas attester que c'est tel et tel journal qui l'avait produit. On peut peut-être le retrouver par Internet. J'ai essayé. Oui. Certains j'ai retrouvé. D'ailleurs, je le dis, à chaque fois que j'ai pu vérifier, revérifier, je l'ai fait. Oui. J'ai retrouvé, mais pas tout. Pas tout. Voilà. Donc, quand dans le doute, abstiens-toi. Donc, pour rester sérieux et honnête, j'évite de ce genre de documents, de le présenter dans l'encyclopédie. D'accord. Puisque je ne peux pas vraiment en parler d'une manière sûre et certaine. Donc là, en fait, vous parlez de l'encyclopédie que vous écrivez maintenant. Voilà, maintenant, je me sers de ce document. C'est un vieux projet, en fait, que vous reprenez, voilà, qui a servi de base. Cette encyclopédie, je l'ai faite chez moi, en même temps que celle que j'avais faite sur l'espace. Et d'ailleurs, ça m'a servi parce que je suis un passionné d'astronautique, en réalité. J'ai remarqué en vous lisant. Donc, je connais bien le domaine spatial. Et quand des fois j'entendais des responsables scientifiques se servir des réalisations spatiales ou aéronautiques pour expliquer certaines observations d'OVNI, je me rendais compte qu'ils trompaient le public, ils trompaient les gens. Alors comme la plupart des gens n'ont pas toujours la culture ou le savoir de l'astronautique ou de l'espace, eh bien ils font plus ou moins confiance à la pensée unique ou la pensée officielle. Mais en réalité, je me suis rendu compte que bien souvent, ils abusaient
le public. Et c'est pour ça que l'encyclopédie que j'ai commencé à partir de 1900, je voudrais que les gens comprennent quelle a été l'évolution de tous ces domaines scientifiques. Que je parle de l'aéronautique et de l'astronautique, oui, et de la conquête spatiale. Ce qui va permettre, au fur et à mesure que le public va découvrir d'année en année, comme c'est ce que je veux faire, que les informations qu'on nous donne en nous disant que c'était des fusées fantômes qui étaient soviétiques ou les firefighters qui étaient des boulements, tout ça, le lecteur va pouvoir se rendre compte parce qu'il va suivre l'évolution de toutes ces technologies au fur et à mesure. Il va s'apercevoir que là, on nous a trompés. Le parallèle entre la technologie et le phénomène, en fait. Voilà. Oui. Je vous donne un exemple. On nous a trompés. Qui nous a trompés? D'abord, les commissions d'enquête américaines. Oui. Qui, quand on regarde comment fonctionnaient Si vous prenez, par exemple, le projet Blue Book, il y avait 3-4 personnes maximum. Et puis, ils avaient un tout petit budget. En général, c'était soit un capitaine, le capitaine Ruppel. Quand il a été nommé, il était simplement lieutenant. Un lieutenant à l'armée, il ne doit qu'obéir aux ordres. Il obéit les ordres à sa hiérarchie. S'il dit quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est décidé au Pentagone, automatiquement, il n'aura pas la parole. D'ailleurs, si vous regardez Ruppel, quand il a fait son premier livre, il était pour le phénomène OVNI et il avait une tendance à penser qu'il était d'origine extraterrestre. Il a dû revoir sa copie dans le deuxième livre. Et curieusement, 1 an après, il est mort. Bon. Alors, je ne dis pas qu'il y a un rapport, mais il a dû revoir sa copie. C'est-à-dire que ses supérieurs n'ont pas accepté. Et que si vous allez simplement en France, au GEPAN, ou même au CEPRA, eh bien, si vous aviez une tendance à croire que les ovnis étaient extraterrestres, eh bien, on vous disait non, c'est pas ça qu'il faut que vous fassiez. D'ailleurs, ils ont changé, ça c'est plus objet volant non identifié, c'est phénomène aérien non identifié. Phénomène. Ce qui veut dire, ça brasse beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas un gage d'objectivité? On pourrait le penser, oui. Mais quand on sait comment... Prenez un exemple. À l'époque d'Alain Esterne, la direction du CNRS n'acceptait pas ouvertement qu'on puisse dire, d'une manière officielle, que les ovnis pouvaient être extraterrestres. Bon. Ça a disparu. Aujourd'hui, je ne veux pas nommer, mais les personnes qui étaient contre, aujourd'hui, défendent ce phénomène, maintenant qu'ils ne travaillent plus au CNRS. Pour quelle raison? Parce qu'ils étaient muselés quelque part. Non, c'est parce qu'en réalité, le CNRS dépend de l'État, il a des crédits, et il doit se conformer à l'idée générale, c'est tout. Et puis, à quoi ça sert d'affoler le public? Aujourd'hui, le phénomène OVNI, on n'a pas d'explication raisonnable. Il dérange. Voilà. Aujourd'hui, ce phénomène dérange et on n'a pas d'explication raisonnable. Je vous rappelle quand même, pour information, que je crois que c'est le 13 ou le 15 août, le Pentagone a décidé cette année, d'ouvrir une enquête officielle sur les ovnis. Oui. Pour quelle raison? Eh bien, pour la raison qu'au mois de septembre 2019, des aviateurs de la Navy ont filmé des objets volants non identifiés. Ils ont filmé. Et ils étaient assez loin. Hein. Le radar de bord de l'avion cible un objet qui, visiblement, n'a pas d'équivalent sur la Terre. Il va très très vite, il a une forme lumineuse, il a pas d'aile pour de substantation, donc c'est un phénomène qu'ils ne connaissent pas. Et l'amiral de la Navy a reconnu officiellement l'existence des ovnis à ce moment-là. Curieusement, il a été débarqué par M. Trump. Ce que je veux dire, c'est que... Mais là, le Pentagone décide ouvertement de créer, et depuis 1969, depuis la fin du comité Condor, depuis la fin du projet Colorado. Donc ça remonte à 69. Donc là, on s'aperçoit quand même que ça n'a jamais été totalement abandonné, cette histoire d'études sur les ovnis. Voilà. Donc aujourd'hui... C'est un serpent de mer, en fait, ça réémerge régulièrement. C'est-à-dire on n'a pas la technologie. Même aujourd'hui, on n'a pas la technologie des ovnis. Prenons un exemple. Il y a
il y a quelque temps, c'était au mois de juillet, Vladimir Poutine prétend qu'il a des armes hypersoniques, c'est-à-dire des missiles hypersoniques, et ils peuvent atteindre n'importe quelle partie du globe. C'est-à-dire que ces missiles sont des missiles hyper véloces qui voyagent à 33 fois plus vite que la vitesse du son. C'est énorme. C'est énorme. On n'a pas de matériaux qui permettent ça aujourd'hui, ou très peu dans des laps de temps très courts. Les États-Unis sont un petit peu en retard. J'avais commencé à décrire ça dans la zone 51, dans le livre que vous avez publié. Et là, les Russes sont en avance par rapport aux Américains. Les Américains ont des vecteurs qui peuvent aller jusqu'à 17 fois la vitesse du son, ce qui est déjà pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire un missile capable de voyager à cette altitude, à cette vitesse, quoique ça pose énormément de problèmes, mais pas mettre quelqu'un à bord, c'est-à-dire ne pas le piloter. Oui. On ne peut pas. Il va exploser. Donc, les engins qu'on a décrits en 1947, qui affichaient déjà ces possibilités, on ne sait pas les fabriquer aujourd'hui. On ne sait pas. D'accord. Et c'est ça le gros mystère, c'est que aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que le phénomène dérange. Parce que notre technologie, malgré la 5G, malgré notre technologie très développée, on parle de projets de Mars, retourner sur la Lune avec des engins beaucoup plus perfectionnés, on n'a pas cette capacité. C'est pour ça qu'on militarise l'espace aussi, peut-être? Militariser l'espace, c'est vieux, ça date des années 50. Mais bon, il y a des lois qui empêchent de militariser l'espace, ce qui n'empêche pas qu'il y a certainement des satellites qui sont armés et qui peuvent détruire d'autres satellites, on l'a vu déjà dans le passé. Mais ce que je voulais dire, c'est que la technologie d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, ne peut pas rivaliser avec celle des ovnis qu'on a vus dans les années 50. Déjà, oui, déjà. Donc il y a un vrai problème. Soit il y a une nation sur la Terre qui a découvert un système de navigation que personne ne connaît. Apparemment, ils s'en est jamais servi. Non, ni pour dominer le monde, ni pour... ça lui a même pas servi sur le plan économique. Ou alors c'est quelque chose d'autre. Et c'est ça qui dérange en réalité. C'est qu'on n'a pas d'explication raisonnable. Et ce quelque chose d'autre, est-ce que ce quelque chose d'autre s'adapte à notre technologie au fur et à mesure où elle évolue? Alors là, effectivement, si vous regardez l'histoire de l'ufologie, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont pensé que ces objets se matérialisaient dans des choses connues. Oui. Pour passer incognito. Je ne le crois pas. Personnellement, c'est mon avis personnel. Parce que s'ils voulaient vraiment passer incognito, ils se manifesteraient déjà pas de cette façon. On les verrait pas. Par contre, ce que je crois, c'est qu'ils ont la possibilité de se rendre invisibles. Alors, ces technologies, j'en ai également parlé dans la zone 51, on commence aujourd'hui à mettre en place cette technologie de l'invisibilité. D'ailleurs, on a vu que les vecteurs militaires étaient très intéressés par ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on modifie l'environnement. On bombarde avec des électrons, on modifie l'environnement. Ce qui fait qu'on croit avoir quelque chose qui n'existe pas. Et ça permettra certainement par la suite aux vecteurs militaires de pouvoir passer inaperçus et de pouvoir tromper les radars et tous les dispositifs d'alerte avancés. Et ça donnera une suprématie, bien entendu, à la nation qui pourra maîtriser cette technologie. Mais je pense que certains ovnis, tout du moins, certains objets non identifiés, utilisent cette technologie et qu'ils la maîtrisent. Et c'est peut-être pour cette raison que des fois on voit un ciel serein, puis d'un seul coup on voit un objet, on se demande d'où il sort. On ne l'avait pas vu auparavant, on ne l'a même pas vu venir par les radiotélescopes qui sont branchés tous les jours, on ne les voit pas. Ils apparaissent dans l'atmosphère et ils disparaissent aussitôt. Donc c'est cette technologie qui doit exister. Matérialisation, dématérialisation. Voilà, ils arrivent à matérialiser, à se dématérialiser. Alors est-ce que on pourrait croire que c'est de la science-fiction, évidemment. C'est la première chose qu'on pourrait croire. Seulement, actuellement, il y a des budgets et des recherches qui sont faites dans ce domaine, aussi bien en France qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Chine, en Russie, bien entendu. Donc les grandes puissances aujourd'hui qui maîtrisent des très hautes technologies travaillent dans ce domaine. Et on commence à voir certaines choses intéressantes. On commence à comprendre que si on
on met certaines électrodes sur la surface d'un vecteur, d'un avion, ces électrodes, avec l'environnement, peuvent changer de forme. Ça s'appelle la morphologie. Enfin, ça s'appelle le morphing en anglais. Donc, ils peuvent changer de forme, s'adapter. Et donc, des fois, on voit des objets qui sont ronds, après on s'aperçoit qu'ils ont une autre forme. D'accord. Et peut-être ils utilisent aussi une sorte de morphing. D'accord. Et est-ce que, à votre avis, justement, le phénomène OVNI influence sur notre évolution par la copie qu'on peut en faire? C'est pas impossible. De l'affirmer, c'est très difficile. Ouais. Mais oui, pourquoi pas. Il semblerait que si on a fait certaines études et certaines recherches, c'est pas si d'abord il y a eu des programmes des projets comme Luke Book par exemple, ou le projet Sing ou le projet Courage, et c'est qu'il y a eu une influence. Les gens ont voulu savoir exactement de quoi il s'agissait. Donc déjà à ce niveau-là, oui, il y a une influence. Déjà. Alors après, on a fait des découvertes, mais on a fait des découvertes qu'on n'aurait peut-être pas faites si on n'avait pas ouvert certains dossiers et si on n'avait pas fait certaines enquêtes. Donc oui, ça peut influencer. J'irai pas jusqu'à dire que nos hommes politiques sont influencés par ça, mais disons que certains hommes politiques en connaissent beaucoup plus que dans ce domaine qu'ils veulent le faire croire. Qui, par exemple? Peut-être Obama. Il a fait des déclarations surprenantes. Ah bon? Je ne connais pas. Là, je vous laisserai le soin de les découvrir. Le président Carter... C'est dans votre livre, je pense. Non, parce que Obama, ça sera dans l'encyclopédie si je vais jusque-là. Ça sera... Oui, on n'est pas encore... Voilà. On est arrêté en 1930 pour l'instant. Voilà. Donc, ça fait un peu jeune pour Obama. Il y en a d'autres. Mais le président Carter, il y a aussi le Gerald Ford. Oui. Bon, alors ça, c'est du côté américain. Parce qu'en Russie, il y a l'ex-président qui est Premier ministre, qui a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, il y a aussi Ronald Reagan, qu'on trouve d'ailleurs dans mon premier livre, OVNI, Guerre froide. Il y a des déclarations assez surprenantes d'un président de la République. Et d'ailleurs, à un moment donné, il avait demandé à Gorbatchev de créer une alliance contre les extraterrestres. Donc, et il a fait cette déclaration à l'ONU. C'est un réflexe typiquement américain d'avoir peur de l'étranger et de vouloir lui faire la guerre, ou alors c'est une réaction... disons que les États-Unis, depuis 1945, ils ont pratiquement eu la main mise sur toute la planète, sur le plan économique, sur le plan social, militaire. Ils ont une influence importante, je dirais même considérable. Et donc, une déclaration du président des États-Unis, c'est pas rien. Ça engage presque l'Occident. Un tweet complet et c'est bon, c'est parti. Donc, en général, on a plus tendance à donner du crédit à un étranger en France qu'à son propre président. Oui, parce qu'en France, qu'est-ce qu'il en dit ? En France, on critique assez facilement le gouvernement et il a de moins en moins de crédibilité. Par contre, c'est curieux, on dit toujours que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Quand ça vient des États-Unis, comme par hasard, là, c'est presque la parole d'évangile. Ça fait sérieux. C'est vrai que ça fait sérieux. Et moi, en préparant le livre sur la première encyclopédie 1900-1930, j'ai été étonné de voir les parallèles entre le phénomène OVNI et la science-fiction de toutes ces époques. Alors oui, pourquoi dans l'encyclopédie, je vais mettre en exergue la science-fiction, parce qu'il y a une théorie aujourd'hui qui consiste à dire que le phénomène OVNI, il est né de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on a à peu près tous les ingrédients de la science-fiction qui ont créé finalement le phénomène OVNI. Or, c'est une erreur fondamentale de le croire. Alors quand on regarde l'ouvrage et qu'on le feuillette, on a l'impression du contraire. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs courants de pensée qui s'entrechoquent. À partir du 19e siècle, on croyait à l'existence des Martiens. Et si vous voulez, vous avez fait un excellent livre sur Flammarion, où Flammarion pensait que la planète Mars était habitée, que même les âmes qui mouraient sur Terre, allaient sur Mars. Bon, il n'y a pas que lui. Ça a été un concept qui a été défendu aussi par Percival Lowell aux États-Unis. Bon, il y en a d'autres. Donc, le phénomène martien était très ancré. Et la science-fiction américaine, les pulps américains, quand ils sont arrivés,
Ils se sont un peu servis pour vendre leur papier, il a fallu se servir de la science-fiction qui existait déjà acceptée par le public. Donc, ils ont créé un monde qui, avec des explorateurs, avec des créatures plus ou moins ailées qui pouvaient représenter surtout des anges, mais c'est l'image qu'on avait à peu près des habitants de la Lune, des habitants de Mars. Bon, ils se sont créés ça. Mais en fait, très vite, à partir des années 30, c'était plus du tout des engins sphériques ou discoïdaux qu'on voyait. C'était surtout des cigares qui représentaient la fusée. Et pourquoi ? C'est pour ça que, très raison, que quand vous voyez le début de l'astronautique, on voit que ce sont des fusées qui sont mises pour conquérir l'espace et non pas des objets ronds ou sphériques ou qui ressemblent à des toupies. Donc, si vous voulez, les auteurs de science-fiction se sont servis des réalisations spatiales, aérospatiales de l'époque pour meubler leur récit. Et évidemment, l'imagination aidant, on peut des fois retrouver certains ingrédients qu'on a vus par la suite dans les années 50 ou 60. Mais très peu si on les regarde bien. En réalité, la science-fiction n'a rien prouvé, n'a rien démontré. Et on s'est rendu compte que le phénomène ovni était quelque chose de bien différent de la science-fiction. D'ailleurs, la science-fiction, si vous regardez bien, c'est toujours des explorateurs terrestres qui vont à l'extérieur. Or là, le phénomène ovni, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui se manifeste sur la Terre. Donc c'est l'inverse. Donc c'est pas du tout, on peut pas dire que la science-fiction a créé... Excellent argument. Déjà, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Oui. Mais vous voyez déjà au départ, ceux qui veulent faire croire ça, soit ils mentent, ou soit ils ont une autre idée derrière la tête. Voilà. Qui est ? Il faut leur poser la question. Et alors, votre vision personnelle de l'OVNI, de ses buts, alors, de sa matérialité aussi. J'ai eu plusieurs opinions au fil des années, au fil des décennies. Et plus j'en apprenais, et plus je me rendais compte que je n'en savais rien du tout. Aujourd'hui, si j'avais à dire personnellement mon opinion, je dirais que on a été repéré. On a été repéré. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de manifestations, tout au moins il y en a certaines, mais on les voit moins pour d'autres problèmes, parce que les gens ne sont plus comme à une certaine époque, ils n'ont plus la même croyance. Mais ce que j'ai peur, c'est que j'ai l'impression qu'on va, si on continue à vivre comme nous vivons, on va à notre perte. Mais cette perte, elle ne sera pas perdue pour tout le monde. C'est-à-dire la Terre ne sera pas perdue pour tout le monde. On a été repéré, et je pense que quelque part, pas très loin de nous, des gens, des êtres attendent, comme Newton attendait que la pomme tombe. Ils attendent qu'on débarrasse le plancher. Voilà, un peu comme si vous voulez, vous allez pour visiter un appartement, il y a un locataire. Ben, vous attendez que le locataire s'en aille pour pouvoir prendre l'appartement. C'est une question de temps. Et après, ben, l'appartement, ben, vous le repeignez comme vous voulez, vous le meublez comme vous voulez. Mais le locataire, lui, il a disparu. J'ai peur, malheureusement, que c'est ce qui nous attend. Alors, je voudrais bien me tromper, sûrement. Mais quand je vois ce qui se passe, je me dis, la Terre, elle est assez rare dans l'univers. On pourrait croire qu'il y a beaucoup de planètes habitables, c'est possible. On n'en a pas trouvé jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait qu'on a trouvé des milliers d'exoplanètes. Donc il semblerait, je suis d'accord avec de ce côté-là avec Albert Ducrot, qui disait que la chaîne bleue, il avait lancé cette affaire de chaîne bleue en disant que les planètes qui pourraient, les planètes bleues comme la nôtre, telluriques mais avec des océans, elles doivent être assez rares dans l'univers, donc elles sont repérées. S'il y a des êtres vivants ailleurs, ils savent où se trouvent ces planètes. Seulement elles sont occupées, donc ils attendent que la population de ces planètes disparaisse pour pouvoir occuper. Ça, je suis bien d'accord, mais pourquoi est-ce qu'ils se manifestent de manière aussi ubuesque parfois? Parce qu'on reste discrètement en attente, et puis dire, voilà, on les laisse se taper dessus, et puis quand... Ubuesque, ça, c'est les auteurs que je connais, que j'en connais d'ailleurs, qui défendent cette idée, je ne la partage pas. Je ne la partage pas. C'est une opinion personnelle. Hein. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison. C'est peut-être eux qui ont raison, j'en sais rien. Personnellement, je ne la partage pas. Non, c'est pas ubuesque. Je pense qu'ils ont une façon d'être que nous ne comprenons pas.
Oui. Une autre logique, en fait. Une autre logique. Et regardez, est-ce que vous voyez des fourmis? C'est bien organisé, les Ça ne fourmis. fonctionne pas pareil, ça c'est sûr. Hein. Mais est-ce que vous allez prendre contact avec la reine des fourmis? Non, a priori. A priori, par contre, j'ai des animaux, je les vois fonctionner. Je vois des réactions que nous partageons. Oui. Ces animaux et moi-même. Même mais ce n'est pas des réactions ubuesques. Ce ne sont pas des réactions ubuesques, ce sont des réactions naturelles. C'est-à-dire que le contact que vous pouvez avoir avec un oiseau, vous pouvez docilement, un oiseau peut s'apprivoiser. Bon, mais c'était des réactions naturelles, ce n'est pas des opérations ubuesques. Non, c'est pas du tout la même espèce en fait. Donc c'est pas du tout la même espèce. Oui, pas mais il n'empêche que la réaction n'est pas ubuesque. Nous, on pense que c'est ubuesque. C'est notre cerveau qui pense ça. Ah, quand ils sont, par exemple, quand ils atterrissent et puis qu'ils ramassent de l'herbe, de la terre, qu'ils racontent n'importe quoi aux témoins, que ça dure pendant des années, c'est pas. Ça donne le sentiment. J'avoue que oui, là c'est bien, c'est bien ce que vous dites. Sauf que nous, on interprète ça comme ça. Oui. Est-ce que c'est ça le message? On n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Nous, on a un cerveau, il fonctionne d'une certaine manière. Et encore, on ne se sert qu'une seule partie du cerveau, pas de la deuxième. Est-ce que nous, on interprète? Bon, mais quand vous voyez un accident, moi, ça m'est arrivé de voir un accident de voiture. Eh bien, on était 2 ou 3 personnes à voir l'accident. On ne voit pas la même chose. Curieusement, on était présents, on ne voit pas la même chose. On dit non, c'est lui qui s'est trompé, non, c'est l'autre. Alors, comment on interprète? Chacun interprète en fonction de ses sensibilités, ses connaissances, et puis on est tous différents. Regardez, quand vous avez 2 personnes sur un plateau de télévision, il y en a aucune ils sont pas d'accord. Et pourtant, ils parlent de la même chose. Ils ne voient pas de la même chose. Imaginez quelque chose d'extraordinaire qui se manifeste. Si on pouvait rassembler tous les ufologues et les faire discuter entre eux, on aurait autant de versions. C'est une cacophonie. Une cacophonie, absolument. Je reviens pour conclure à votre premier chapitre, enfin votre premier volume de l'encyclopédie. Dedans, il y a une chose qui m'a passionné, moi, c'est le rapport à Tesla. Là, vous avez fourni des éléments importants sur Tesla. Vous avez trouvé ça où? Alors Tesla, bon, j'ai mis le copyright, hein, donc je vous l'avais mis au départ, mais en fait, ça on trouve ça sur Internet. Hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Alors le problème de Tesla, c'est bon, c'est un personnage très très complexe. Je sais pourquoi. Parce qu'en réalité, sa fameuse soucoupe antigravitationnelle, elle ressemble à celle d'Adamski. Oui. Je pense que c'est pour ça que vous êtes intéressé à la faire. Pas du tout. Ah bon? Non, parce que c'est vrai que moi... c'est l'énergie libre qui m'intéresse. Voilà, moi, ce qui m'avait surpris au premier abord, vous voyez qu'on a le même intérêt, mais on ne voit pas la même chose. Voilà, c'est vrai ce que l'autre pense une chose. Voilà, donc là, on a la confirmation. Je pensais à Adamski, mais c'était anecdotique pour moi. Non, moi, ce qui m'avait choqué, enfin interpellé plutôt, c'est que sa soucoupe ressemblait à celle d'Adamski. Oui. Alors, vous connaissez les problèmes d'Adamski. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez consacré 2 livres là-dessus, donc vous savez de quoi vous parlez. Donc, je ne vais pas vous revenir là-dessus. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait une concomitance entre les deux, et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Donc, j'ai cherché un petit peu, et je me suis rendu compte, et on le découvrira dans les autres tomes, certaines choses assez bizarres entre certains, comment dirais-je, il y a des personnages qui ont tourné autour d'Adamski, qui étaient un petit peu bizarres. Lui, il a fini par concrétiser ses rêves aussi. Bon, ça, on en reparlera plus tard. Mais c'est ça qui m'a surtout intéressé. Moi, en tant qu'investigateur, ce qui m'intéresse, c'est de voir les parallèles et quels sont les ponts qui peuvent exister éventuellement, qu'on n'a pas forcément gratté suffisamment pour s'en apercevoir. Vous prenez l'affaire Adamski, si vous la prenez dans son ensemble, en 52, bon, alors rien de spécial, hein. À l'époque, il faut voir le contexte de l'époque. Hein. Il faut voir le contexte. Des Adamski, il y en avait beaucoup. Il y a des gens qui disaient qu'il avait été sur Vénus. Bon. C'était courant, je veux dire. Alors, ce que je voulais voir, c'était que si on étudie le phénomène OVNI dans un premier plan, on ne comprend pas. C'est un puzzle. Il faut regarder la science-fiction, les progrès aéronautiques et spatiaux,
et bien entendu les phénomènes anormaux qui se sont présentés. Quand on a rassemblé tout ça, on arrive à quelque chose d'ensemble qui est à peu près cohérent. Mais on ne peut le faire qu'avec différents ingrédients. C'est pour ça que, en réalité, l'ufologie, ça implique plusieurs sciences. Et il faudrait plusieurs scientifiques avec différentes disciplines pour pouvoir se confronter. Seul, c'est très difficile. Ouais, un travail pluridisciplinaire, comme on dit. C'est très difficile, ça demande beaucoup de moyens. Et les gens qui travaillent sur l'ufologie n'ont pas toujours tous ces moyens, et ni le temps. Et il faut vérifier. Et malheureusement, des fois, vous croyez avoir trouvé une solution, et patatrac, l'observation suivante a vous démolit ce que vous avez imaginé. Le phénomène est insaisissable. C'est ça qui gêne la société, c'est ça qui gêne tout le monde, en fait. Ça reste des sciences d'observation, en fait. On se dit, jusqu'à présent, tout se passe comme si on pouvait expliquer le phénomène de telle manière, et quand un nouvel élément arrive, ça remet tout en cause. Voilà, on a l'informatique. Ouais. L'informatique, on met toutes les informations qu'on a sur une observation, et ainsi de suite. Et après, on cherche les constances. Les constances, elles arrivent. Mais des fois, matériellement, c'est impossible. Ces constances ne font pas partie de la physique telle que nous la connaissons. Oui, ça échappe complètement à la façon de... Voilà. Donc, si on veut absolument que le témoignage humain soit pris en compte, on s'aperçoit que des fois, il va à l'encontre de ce qui est accepté par la science et la science de notre époque. Hein. Bien sûr. Parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons une science, demain on en aura une autre. Hein, la science du XVIe siècle n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc, quand aujourd'hui on dit ça peut pas exister parce que ceci, cela, ça veut rien dire. Demandez à Napoléon si il pouvait imaginer une seule seconde qu'on pouvait aller sur la ligne et revenir. Ou même ce que c'est qu'un portable aujourd'hui. Je pense qu'il ne saurait pas. Tout Napoléon qui soit. Donc, je veux dire que, voilà, aujourd'hui, on a la science que l'on mérite, en fait. C'est tout. D'accord. Donc, ce premier tome, 1900-1930, et le suivant, ça va être 1930. Alors, le suivant, c'est 1931-1943. C'est le seul où il y aura des dates qui n'auront pas de chiffre rond. C'est-à-dire, après, ça passera de 44-46 et l'année 47, il n'y aura qu'un seul tome sur l'année 47. Oui, c'est une année cruciale. Et une année cruciale, elle est très importante parce que moi je ne le savais pas, je l'ai découvert justement en faisant cette encyclopédie. Ça s'est passé sur une toute petite période en réalité. Oui. Et là, en fin de compte, on voit qui a lancé le phénomène OVNI, comment il a été réceptionné, si vous voulez, d'abord dans le public, ensuite chez les professionnels, enfin des gens qui sont soi-disant aptes à nous expliquer ce que pourrait être le phénomène. Je parle des scientifiques, des savants et autres. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils n'en savaient strictement rien, ils ont été complètement débordés et que les commissions d'enquête ont été créées simplement pour rassurer le public. D'accord. Alors moi qui suis éditeur, qui ai lu en avant-première forcément le tome 1 pour le préparer, je peux dire que c'est une très très belle contribution à une meilleure connaissance de l'ufologie. Oui, et c'est dommage que ça n'a pas été fait plus tôt. Je ne l'ai pas fait plus tôt parce que je pensais que quelqu'un d'autre allait le faire. Eh ben non, c'était votre travail et c'est parti, c'est bien, c'est sur les rails. Je me suis dit, c'est bizarre quand même que personne ne fasse ça. Alors si, il y a quand même des auteurs comme Michel Bougard qui avait travaillé, je me suis servi d'ailleurs de son travail. C'est un petit livre, hein, c'est pas un gros livre. Non, mais il avait commencé, si vous voulez, à travailler sur un des il avait été beaucoup plus loin, il avait commencé sur l'Antiquité. Bon, j'ai pas voulu commencer sur l'Antiquité, j'ai voulu commencer sur la période contemporaine. C'est encore un choix arbitraire que j'assume. Peut-être que le phénomène, il est beaucoup plus antérieur, on pourrait même le croire qu'il est plus antérieur. Mais disons que je voulais qu'on puisse vérifier, que le lecteur puisse vérifier. Donc, on a des éléments aéronautiques et spatiales sur lesquels on peut vérifier. La science-fiction, on peut encore vérifier. Je voulais que le lecteur qui va peut-être découvrir l'ufologie, et qui commence par le bon pied, et qui commence par le début, et qui se fasse sa propre opinion. Et c'est pour cette raison que je suis souvent resté neutre. J'aurais voulu intervenir, mais je préfère que ce soit le lecteur qui fasse sa propre opinion. Pour moi, c'est plus important. Et j'espère que, en restant libre et en restant impartial, il aura une bonne information
et qui lui permettra peut-être d'avancer dans des domaines où moi, je n'ai pas encore du tout travaillé. Ça permettra peut-être d'ouvrir d'autres voies de recherche et qui sait peut-être apporter des solutions qu'aujourd'hui on n'en trouvera pas vraiment. Très bien. C'était le but, en réalité, c'est tout. Bon, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à lire votre livre. Bah, écoutez, espérons qu'il plaise à tout le monde. Merci Jean-Claude. Je vous en prie.